tout le monde a des failles aujourd'hui. Plus personne ne se cache en se disant j'ai un système qui n'est pas infaillible. Salut à toutes et à tous, une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre ici aux assises de Yassir Kazar. Yassir Kazar, c'est le CEO de Yogosha. Yogosha qui est une plateforme qui met en relation des hackers dits éthiques, et bien qui en fait vont rechercher des failles de sécurité dans les systèmes informatiques de ces entreprises. C'est très intéressant. On va parler bug bounty, hacker éthique. C'est tout de suite et c'est maintenant. Alors Yogosha, ce que c'est? On est une plateforme collaborative de bug bounty et on est une plateforme privée, c'est-à-dire qu'on a créé une plateforme qui permet à des entreprises de rentrer en relation avec une communauté de hackers éthiques à travers le monde pour tester les systèmes d'information de ses clients avec un business model au milieu qui est relativement simple, celui de dire les clients payent à la faille détectée. Donc en gros, si notre communauté ne trouve rien, le client n'a rien à payer. Par contre, dans les faits, aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un programme qui est lancé, les hackers trouvent des failles. Donc voilà pour ce que c'est que Yogosha. Toujours sur Yogosha, le catalogue de clients quand même assez impressionnant. Donc j'ai relevé Veolia, Cdiscount, bon, ça parle à tout le monde évidemment, ouais. Accor, Bouygues Télécom, Thales, le ministère des Armées, BNP Paribas. Comment on arrive à séduire de tels partenaires et sur quoi va porter par exemple, je prends vraiment un exemple, la recherche de vulnérabilité chez un e-commerçant comme Cdiscount? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces clients-là, dans tout ce qu'on a cité, la cybersécurité, c'est un vrai enjeu pour eux. Quand je dis un vrai enjeu, ce n'est pas juste qu'ils en sont conscients. Ils ont des équipes, ils ont des budgets pour la sécurité, pour justement traquer des failles. Ouais. Et très souvent, les RSSI, donc les responsables de sécurité des systèmes d'information, connaissent un peu les limites des démarches qui existent déjà. Et donc ils sont à la recherche en fait d'approches offensives, vraiment d'approches qui, un peu l'épreuve du feu, qui les mettent face à la réalité. C'est quasiment à la limite, s'ils avaient un attaquant, un vrai cybercriminel, qu'est-ce qu'ils leur feraient aujourd'hui? Et en fait, c'est ça le côté qui est intéressant dans notre approche, c'est de dire, on ne va pas vous faire de la théorie, vous allez avoir la réalité, avec aussi un système qui est aussi efficace. Le fait qu'on soit sur un modèle de challenge, en fait, neutralise des questions d'efficacité que peuvent se poser ces clients en disant mais qu'est-ce qui me garantit que les hackers vont travailler ou voilà, est-ce qu'ils ne vont pas se fatiguer? Le fait d'avoir un vivier de hackers fait qu'on a des regards croisés, des gens qui sont câblés différemment, qui adorent le challenge, avec une plateforme qui permet de faire l'intermédiation, avec des garanties qu'on apporte nous aussi, parce qu'il y a tout le côté sélection de la communauté sur lequel on fait un gros travail, en engageant notre responsabilité sur un certain nombre de choses, et puis voilà, tout un tas de fonctionnalités qui font que pour ce type de clients, notre approche est pertinente aujourd'hui. Et donc ça leur permet de voir si quelqu'un de malveillant arrive tout de suite sur leur site web, qu'est-ce qu'il va vraiment être capable de faire? C'est une question qui est assez critique et c'est ce qui leur permet quelque part de se dire si je caricature, comment je fais pour ne pas être dans les médias dans les prochaines semaines quoi, parce que tout le monde a des failles aujourd'hui, plus personne ne se cache en se disant j'ai un système qui n'est pas infaillible. Est-ce que vous allez démarcher, enfin je sais qu'il y a peut-être des fois où c'est différent, mais est-ce que vous allez démarcher des acteurs en pointant du doigt des failles que vos hackers vont dénicher, des vulnérabilités, ou est-ce qu'ils viennent spontanément se disant, un peu comme vous l'expliquez, parfois, voilà, j'ai peur d'avoir ce souci, comment je le règle, comment je colmate la brèche en fait, pour faire simple. Ouais. Alors, sur le premier point, on ne va jamais, vraiment, on ne va jamais, déjà parce que c'est illégal, mais on ne va jamais chercher des failles de sécurité chez un client pour après aller lui dire regarde, on a trouvé des failles chez toi, voilà, ça s'appelle du scan sauvage, ça s'appelle des tests sauvages et c'est illégal. Donc là normalement on n'a pas le droit. Préciser. Voilà. Donc maintenant après il y a deux autres scénarios. Le premier c'est effectivement un scénario commercial classique où on démarche le client pour lui dire on a une offre intéressante à vous présenter, ou inversement parce qu'on a des passages médias, on gagne un certain nombre de prix, on participe à des émissions ou autres, le client peut venir vers nous en disant bon, j'ai vu votre truc là dans un magazine, il faut qu'on en parle. Donc ça c'est un circuit assez classique. On a par contre autre chose qui s'est développée aujourd'hui, c'est qu'il y a des hackers, d'ailleurs on en parlait, depuis pas mal d'années les hackers remontaient déjà des failles de manière un peu sauvage, mais ils les remontaient sans faire d'escroquerie, c'est-à-dire ils donnaient juste la faille et ils s'arrêtaient là. Il y a une législation, ça dépend des pays, mais globalement une législation qui est de plus en plus favorable à cela. C'est-à-dire qui va dire que globalement, une entreprise, si tu as un individu qui te trouve une faille, qui met en difficulté 60 millions d'utilisateurs, qui te donne tous les éléments pour la corriger et tout, qui ne te fait pas de chantage,
on ne voit pas pourquoi tu vas le poursuivre en justice. Intellectuellement, il n'y a aucune raison de le poursuivre en justice, même si, quelque part, dans les textes, il n'aurait pas le droit de faire ça. Et donc ça, par contre, on a ce type de figure où des hackers trouvent, par exemple, des failles chez certains clients et, n'arrivant pas à contacter les services de sécurité, nous demandent de faire intermédiaire pour justement remonter la faille. Alors, concernant les hackers même, comment ça se passe avec eux? Comment ils sont sélectionnés? Est-ce qu'il y en a qui viennent directement, spontanément et se dire moi je veux faire du bug bounty et tout, c'est le truc qui me motive, le côté challenge, la rémunération? Nous, on avait toujours un choix dès le début qui était un peu voilà, ce cercle fermé. Pour pouvoir rentrer, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Parce que nous, en fait, pour rentrer sur Yogosha, il faut réussir un test qu'on appelle par facilité CTF. C'est des Capture the Flag, c'est des jeux, en fait, c'est des concours qui sont réguliers dans les soirées d'infosec, de hacking et tout. Donc on l'appelle comme ça, mais en fait, c'est vraiment un vrai test. C'est-à-dire qu'on a pris de vraies failles du monde réel et on les a mis dans une plateforme. Et ça permet de tester des compétences mobiles, des compétences réseau, des compétences système, des compétences web, etc. etc. On l'a fait pour valider les compétences techniques et pédagogiques. Donc s'assurer que le hacker il est très bon techniquement et il est capable de décrire en fait dans un langage compréhensible ce qu'il a trouvé. Ensuite, en termes de sélection, on a un tiers de confiance qui valide l'identité du hacker. Troisième élément, on a sur notre plateforme le statut fiscal est obligatoire. D'accord. Tout ça est fait en fait pour éviter le travail caché, dissimulé, pour éviter de créer de la précarité. Moi je le dis souvent, en fait c'est pas sûr de gagner sa vie avec ça. Il faut vraiment avoir fait un vrai projet, de se dire je crée une structure, je m'organise, j'organise ma vie pour gagner ça. On a fait ce choix-là. C'est quoi le statut fiscal? Auto-entrepreneur, le minimum c'est auto-entrepreneur. Chez Yogosha aujourd'hui, bon, c'est vraiment pour le côté informatif du truc, on a combien de hackers? Aujourd'hui, sur les hackers qui sont actifs, on en a 500 d'actifs. Nous, on donne une grande importance à ça, donc on mesure à chaque fois combien sont actifs et ça peut bouger parce que d'un mois à l'autre, ça peut rediminuer ou bouger. Donc là, aujourd'hui, on est sur un trend où on en a 500 d'actifs. On en a à peu près toujours autour de 3000 et quelques en liste d'attente. Alors parlons des récompenses. Qu'est-ce qu'il faut s'imaginer en termes de récompenses? Par exemple sur Yogosha. Sur Yogosha. Non, sur Yogosha, sans langue de bois. On est loin des tarifs des Américains. Mais nous, on a des failles à 10 000. On a déjà des failles à 15 000 qui ont été payées. On a un hacker qui a gagné plus de 100 000 euros. Aujourd'hui, qui a franchi la barrière des 100 000 euros plus. On en a quelques-uns d'autres. En moyenne, tous les moyennes, on est sur une rémunération à 800 euros. Bon, ça suppose quand même une vraie organisation, ça suppose une vraie hygiène de vie, ça suppose un statut fiscal, parce que le danger, c'est ce que je disais, c'est que des gens peuvent se dire je vais vivre de ça, et qu'à un moment ils deviennent aliénés, et qu'ils passent leur temps à essayer de taper dans tous les sens. En fait, ce n'est pas en essayant de taper dans tous les sens que ça marche. Tout ce qu'on a constaté, encore une fois, tous les reviews qu'on a montrés, c'est ceux qui sont les plus disciplinés, les plus aguerris, les plus patients, ceux qui restent en fait sur une même application, c'est eux qui ont le plus de chances de toucher. Et on en a pas mal, nous, sur la plateforme, qui ont choisi de faire du bug bounty leur profession, une profession. Qui voilà. Vivre. Et il y en a qui y arrivent malgré tout. Alors oui, qui arrivent. Alors généralement… ça reste une minorité, c'est de l'ordre de combien de pourcents? C'est 10% qui arrivent sur à notre vivre, plateforme ou en général en général. Si vous avez des... Alors en général, là, ça va beaucoup dépendre des pays. Ouais. Mais sur toutes les plateformes, on commence à se rendre compte qu'il y a à peu près, sur tous les rapports que j'ai lus, les ordres de grandeur, encore une fois avec les limites que ça peut avoir, on va être autour de 45% qui en ont fait une vie. Quand même. Sur les 55 restants ou les 50% restants, on va être sur un découpage où la moitié, donc le quart va être sur… c'est un projet, il a comme projet de devenir, de vivre de ça d'une manière ou d'une autre, et sur les autres qui vont considérer que c'est un complément de vie. Donc, le modèle économique de Yogosha, comment ça fonctionne? Comment se règlent les transactions avec les partenaires, avec les bouts de télécom, avec les accords? On a en fait deux choses. On a un premier niveau qui est le paiement à la faille détectée sur lequel on peut prendre des commissions. Et ensuite, on a un modèle à la licence.
où le client paye un accès à la plateforme pour qu'il puisse utiliser un certain nombre de fonctionnalités. Mais on a un produit d'entrée, on va dire, dans lequel le client ne paye que les commissions et nous, on ne ponctionne que les commissions. Pour bien comprendre la partie rémunération de la faille, le prix est indexé sur la criticité d'une faille. Plus une faille est critique, plus le prix va augmenter. Les équipes qui vont superviser ce type de programme sont les équipes de sécurité. C'est-à-dire qu'il est essentiel qu'ils connaissent en fait ce type de standard, sinon ils seraient incapables de discuter de la criticité d'une faille ou autre. Donc c'est ce genre de profil qui va faire ça et c'est eux qui vont arbitrer sur la criticité ou pas. Maintenant, le reste, il est assez naturel parce qu'avant de lancer un programme, le client définit les prix. Et donc il dit, voilà, moi sur mon programme, si tu viens participer, si tu trouves une petite faille, une faille minime, pas trop critique, tu vas être rémunéré 50 €. Si tu trouves une grande faille, tu vas être rémunéré 4 500. Et entre les deux, tu as 2 niveaux de rémunération. Et en fait, c'est déjà transparent. Dès le début, c'est annoncé. La couleur est annoncée. Et en fait, on va négocier quand effectivement, on n'est pas d'accord sur le niveau de criticité, qu'on est entre 2 niveaux. Les clients sont quand même, les entreprises sont quand même gagnantes parce que, vous savez, quand quelqu'un vous trouve une faille, où je ne sais pas, il arrive à sortir les données d'un certain nombre de clients d'un point de vue GDPR, c'est une vraie question. Donc si on transposait ça à une pénalité, le coût serait sans aucune commune mesure. Sur les 12 derniers mois, en prenant le prix moyen, le coût moyen d'une faille de sécurité, vous savez, il y a plein de rapports sur ça, et on s'est rendu compte qu'on a fait économiser à peu près sur les 12 derniers mois 900 millions d'euros à nos clients. Si on transposait toutes les failles valides à un coût moyen d'une faille, ou en rapprochant ça par exemple à des pénalités GDPR. Alors là pour le coup c'est encore plus. C'était le mot de la fin. Yassir, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et j'espère qu'on en sait plus sur le bug bounty et les hackers éthiques. J'espère bien et en tout cas ce fut un vrai plaisir. C'était intéressant en tout cas. Merci beaucoup, bonne continuation pour la suite. Salut.